Chaque année qui passe, de plus en plus de mystères s'ajoutent à la longue liste déjà existante d'événements inexplicables qui se sont produits au cours de l'histoire. Certains de ces cas impliquent des disparitions mystérieuses, des artefacts apparemment inexplicables et d'autres événements étranges qui laissent les experts perplexes depuis des décennies. Numéro 10. La pierre du lac Winnipesaukee a été découverte en 1872 et depuis lors, les experts essaient de comprendre à quoi elle servait il y a toutes ces années et qui était responsable des gravures qu'elle contient. La découverte a été faite par hasard par des ouvriers creusant des trous pour des poteaux à Meredith Village dans le New Hampshire. Un des hommes a vu quelque chose d'étrange dans le trou et, en s'approchant, a compris que c'était une motte d'argile. Selon plusieurs sources, elle a été découverte à un endroit où le lac Whakwan se déversait autrefois dans le lac Winnipesaukee. Et les ouvriers ont immédiatement compris qu'ils avaient trouvé quelque chose de spécial. Ils ont donc remis la motte à un homme nommé Seneca Ladd. Il savait qu'il saurait quoi faire avec la pierre, car il collectionnait artefacts et minéraux depuis des années. Il convient de noter que certaines sources affirment que Ladd a accidentellement trouvé la pierre en passant dans la région ou qu'il avait engagé les ouvriers pour la déterrer. Quoi qu'il en soit, Ladd l'a ramenée chez lui et a commencé à retirer l'argile collée. La pierre s'est révélée être de forme ovale et lisse, et à sa grande surprise, elle contenait d'étranges gravures dont il ne connaissait pas la signification. Les gravures représentaient des épis de maïs, un visage, un tipi et plusieurs motifs étranges, et il s'est rendu compte qu'un trou avait été percé dans la pierre depuis l'extrémité supérieure. Pendant des décennies, personne n'a étudié la pierre, mais dans les années 1990, elle a enfin été examinée de près. Les chercheurs ont découvert qu'elle était faite de quartzite ou de milonite, ce qui est surprenant car ces matériaux ne sont pas présents dans la région. Ils ont aussi été impressionnés par la conception parfaite de la pierre en forme d'œuf, presque parfaitement ovale. À cette époque, la pierre était déjà bien connue, car plusieurs journaux avaient publié des articles sur sa découverte en juillet 1872. Un inventeur nommé Daniel Tapley avait également découvert une conférence sur l'artefact et avait publié un article à ce sujet dans l'American Naturalist. Cette médiatisation atteignit l'Europe, où plusieurs scientifiques s'intéressèrent à l'origine de la pierre, sans pouvoir l'expliquer. Plusieurs autres articles sur la pierre ont été publiés au fil des années, mais elle est restée un mystère historique. Diverses théories ont été avancées pour expliquer l'existence de la pierre. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une relique amérindienne, car d'autres artefacts similaires ont déjà été trouvés dans la région. Mais cela n'expliquait pas comment la pierre s'était retrouvée là où elle était, puisqu'elle avait été apportée dans le New Hampshire depuis un autre endroit, compte tenu de sa composition. Des experts contestent cette théorie, estimant que les gravures ne correspondent à aucune tribu locale. Le fait qu'elle soit faite d'une pierre venue d'ailleurs suggère qu'elle a été gravée par quelqu'un arrivé plus tard dans la région. Certaines personnes pensent que le visage sculpté ressemble à celui d'un chef de tribu aztèque, ou peut-être à un membre du peuple inuit. Certaines suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une pierre de tonnerre, ces pierres censées tomber du ciel durant les orages. Il pourrait aussi s'agir d'une pierre d'aimant, utilisée comme outil de navigation au XVIe siècle. Il a aussi été suggéré que la pierre n'est pas un artefact, et que Ladd l'aurait placée sur le site comme une supercherie. Pour l'instant, ces réponses restent insaisissables, et la pierre du lac Winnipesaukee demeure aussi mystérieuse qu'elle l'était le jour où elle a été découverte. Numéro 9. Le 1er décembre 1946, Paula Jean Weldon, âgée de 18 ans, a disparu d'un sentier de randonnée appelé le Long Trail dans le Vermont. Son affaire est devenue l'une des disparitions tristement célèbres du triangle de Bennington, qui se sont produites sur une période de 5 ans, et son cas reste non résolu. 3 ans plus tard, jour pour jour, une autre disparition a eu lieu dans ce triangle. Mais si l'affaire de Paula est certes étrange, la disparition de James Tedford l'est encore plus. D'autant plus que sa femme avait elle aussi disparu des années auparavant. James avait servi pendant la Première Guerre mondiale et il devait être ravi de rentrer enfin chez lui une fois son service terminé. La date exacte n'est pas indiquée, mais il est probable que cela ait eu lieu vers la fin de la guerre, puisqu'il s'était engagé 1 an avant la fin. Mais sa joie fut de courte durée car Pearl était introuvable lorsqu'il arriva chez eux à Fletcher dans le Vermont. Il a contacté sa famille, mais ils ignoraient où elle était. Ils ont précisé qu'elle avait été vue pour la dernière fois
allant vers un magasin Amoco de la région. La disparition soudaine de Pearl a eu un effet profond sur James et il a décidé de ne pas retourner à la maison. À la place, il s'est installé dans un foyer pour anciens combattants à Bennington et 2 ans plus tard, il allait devenir le sujet d'un mystère qui reste non résolu à ce jour. En novembre 1949, il avait 68 ans et il a décidé de rendre visite à sa famille à Saint-Alban. Il a pris un bus pour s'y rendre, a passé quelques semaines avec sa famille, puis a pris le bus du retour le 1er décembre. C'était un long voyage qui aurait normalement duré environ 8 heures. Mais comme il avait neigé sur la route 7, le bus a été retardé à plusieurs reprises. Il ne faisait aucun doute que James était dans le bus puisqu'il a été vu par 14 passagers et le chauffeur, mais aucun d'entre eux n'a pu expliquer ce qui s'est passé ensuite. Ils ont dit à la police que James avait passé une grande partie du voyage à dormir sur son siège et qu'il dormait encore lorsque le bus est arrivé au dernier arrêt avant Bennington où il était censé descendre. Mais quand le bus est arrivé à son arrêt, le chauffeur a attendu qu'il descende pour se rendre compte que James n'était plus là. Ses bagages étaient dans le compartiment au-dessus de sa tête et son horaire de bus sur son siège, mais il restait introuvable. Lors de l'interrogatoire, les témoins n'ont pu expliquer la situation, car aucun n'avait vu James descendre du bus, et s'il l'avait fait, il aurait sans doute pris ses bagages. La famille a déclaré qu'il était déprimé à l'idée de devoir retourner à Bennington et qu'il avait des problèmes de santé mentale, mais on ignore toujours si cela a un lien avec sa disparition. Ni James ni Pearl n'ont jamais été retrouvés et leur sort reste inconnu. Numéro 8. Une autre disparition étrange qui laisse les enquêteurs perplexes depuis plus d'un siècle est celle de Theodosia Burralston, la fille du vice-président Aaron Burr, avec qui elle aurait été très proche. La mère de Theodosia est décédée alors qu'elle n'avait que 10 ans et cette perte l'a rapprochée encore plus de son père. Elle était la seule fille survivante du couple, comme c'est souvent le cas lorsqu'un membre de la famille perd la vie. Elle a commencé à travailler comme hôtesse lors des somptueuses soirées de son père, alors qu'elle n'avait que 14 ans et elle a rapidement fait la connaissance de nombreuses personnes influentes de la région de New York. En 1801, elle et Joseph Alston se sont mariés et ils se sont installés à The Oaks. Malheureusement, après la naissance de son fils, elle a eu des problèmes de santé et ne s'est jamais complètement rétablie, selon la plupart des sources. Sa ville natale de New York lui manquait aussi et souhaitait revoir son père. Elle lui rendait visite de temps en temps, et après qu'il ait été jugé parce qu'on le soupçonnait d'avoir tué Alexander Hamilton, Theodosie est allée vivre avec lui dans l'Ohio. Il a finalement été innocenté du crime et plus tard également acquitté de l'accusation de trahison, mais sa réputation avait été gravement ternie et il a décidé de partir à l'étranger. Ces incidents ont aggravé la santé déjà fragile de Theodosie, qui s'est installée en Caroline du Sud. Là, elle est devenue plus déprimée que jamais, mais elle a reçu une bonne nouvelle lorsque son père lui a annoncé qu'il souhaitait qu'elle vienne lui rendre visite en Europe. Mais son mari Joseph, nommé gouverneur de la Caroline du Sud, craignait pour sa sécurité car la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient en guerre. Theodosia a demandé qu'il contacte la marine britannique pour demander un passage sûr, et Joseph n'a autorisé son voyage qu'à condition qu'elle soit accompagnée du médecin Timothy Green. Les préparatifs furent finalisés, et le 31 décembre 1912, Green et l'un de ses domestiques montèrent à bord d'un navire à Georgetown. Le voyage vers l'Europe aurait dû durer environ 5 jours, mais 2 semaines plus tard, personne n'avait vu le navire sur lequel elle voyageait. La nouvelle était tombée qu'une partie de la flotte britannique s'était dispersée lors d'une tempête au large du cap Hatteras, et Joseph comme Aaron craignait que le navire de Theodosia ait coulé. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle aurait été capturée par des soldats ennemis, mais aucune preuve de cela n'a jamais été trouvée. Le navire n'a jamais été retrouvé et nul ne sait ce qu'il est advenu de Theodosia ou de ses compagnons après son départ en mer pour voir son père. Numéro 7. Depuis 1971, la ville de Belmez en Andalousie est le théâtre d'un étrange mystère qui n'a jamais été résolu. Il s'agit de ce que les habitants appellent Las Caras de Belmez, ou les visages de Belmez, qui ont terrifié et intrigué les experts pendant des décennies. Le mystère a commencé le 23 août de cette année-là, dans la maison de Maria Gomez Camara. Alors qu'elle se trouvait dans sa cuisine ce jour-là, elle a jeté un coup d'œil au sol et a remarqué quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle a vu le contour distinct d'un visage humain dans le béton du sol et a immédiatement couru chercher son mari, Juan, et son fils, Miguel, qui ont tous deux été tout aussi horrifiés par ce qu'ils ont vu.
Ils ont décidé que c'était un mauvais signe et ont utilisé des pioches pour enlever le visage en détruisant le béton. La section contenant le visage a été retirée et du béton frais a été coulé à sa place, ce qui aurait dû mettre fin au mystère. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une affaire qui n'a toujours pas été expliquée. Quelques jours plus tard, la famille a été horrifiée de découvrir que plusieurs nouveaux visages étaient apparus sur le béton et chacun affichait une expression d'horreur. La famille a essayé de garder cet étrange phénomène secret, mais très vite, la nouvelle de ces visages étranges a commencé à se répandre, et les gens ont afflué vers la maison pour les voir de plus près. Au cours de l'année suivante, un nouveau visage apparaissait sur le sol environ chaque mois. Certains étaient masculins, d'autres féminins, mais un élément restait toujours le même. Chaque visage affichait une expression d'agonie et d'horreur. Chaque visage restait un moment dans le béton avant de disparaître mystérieusement. Mais bientôt, il était remplacé par un autre, puis un autre, et ainsi de suite. Parfois, les spectateurs étaient stupéfaits car les visages semblaient apparaître sous leurs yeux. Mais à d'autres moments, ils mettaient longtemps à se former. Bientôt, la communauté scientifique s'y est intéressée et plusieurs chercheurs se sont rendus à la maison pour enquêter. En 1972, le phénomène était devenu si populaire que la maison était envahie. Et le maire de la ville a décidé que le sol devait rester intact après que quelques sections aient été retirées pour analyse. Des sources rapportent que lors du creusement d'un puits près de la cuisine dans les années 1970, des ossements ont été trouvés. Certains ont alors supposé que la maison était bâtie sur un cimetière du XIIIe siècle et que les visages visibles étaient ceux des personnes enterrées là. Mais aucun registre officiel d'un tel cimetière n'a jamais été retrouvé, et la théorie reste douteuse. La famille Pereira s'est retrouvée dans une situation difficile, traitée comme des célébrités ou accusée d'avoir monté un canular pour tromper les habitants et les médias. D'autres ont répandu la rumeur que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre dans la maison et qu'il fallait l'éviter à tout prix, car ils pensaient qu'il ne pouvait rien sortir de bon d'un phénomène aussi étrange et troublant. Les scientifiques qui ont étudié les sections du plancher qui avaient été retirées n'ont trouvé aucune explication à l'apparition des visages, ce qui n'a fait que perpétuer la théorie selon laquelle la maison était hantée par les esprits de personnes ayant vécu dans la région il y a des siècles. Les enquêteurs rationnels pensaient que ces visages étaient juste des taches sur le sol et que ceux qui les voyaient étaient simplement sujets à la pareidolie. La pareidolie, c'est lorsque le cerveau humain convainc quelqu'un qu'il voit un visage alors qu'il regarde en réalité un objet inanimé. Aucune de ces théories n'a jamais été prouvée et les visages de Belmez n'ont plus réapparu depuis le décès de Maria en 2004, renforçant ainsi l'idée qu'elle aurait pu jouer un tour à tout le monde depuis le début. Numéro 6. Certains mystères non résolus sont tellement bizarres qu'il est difficile de croire qu'ils se sont réellement produits. Une affaire impliquant un homme de 21 ans nommé Donnie Decker fait partie de ces mystères inexplicables pour lesquels aucune réponse n'a jamais été trouvée. En février 1983, le grand-père de Donnie Decker est mort de la cirrhose du foie et ses proches ont affirmé que cela l'avait profondément marqué. Certains ont même suggéré que ce traumatisme aurait contribué aux phénomènes étranges survenus ensuite. À l'époque, il purgeait une peine de 4 à 12 mois à la prison du comté de Stroudsburg, en Pennsylvanie, pour recel de biens volés, mais il a obtenu une permission pour assister aux funérailles de son grand-père. Mais à l'insu de sa famille, Donnie Decker n'aimait pas son grand-père à cause d'horribles incidents survenus dans sa jeunesse. Mais il a apprécié l'occasion de passer un peu de temps loin de sa cellule de prison. À cela s'ajoutait le fait que Donnie Decker croyait que la mort de son grand-père avait éliminé tout le mal qui existait dans sa vie et que la sienne prendrait désormais un tournant positif maintenant qu'il était décédé. Après les funérailles, il a été invité à rester chez 2 de ses amis qu'il n'avait rencontrés que quelques mois plus tôt, un couple appelé Bob et Janie Kiefer. Installé chez eux, il est monté se préparer pour le dîner, moment où les événements ont pris une tournure étrange. Il dira plus tard qu'alors qu'il était dans la salle de bain, il a soudain eu l'impression que tout l'air avait été aspiré et qu'il se tenait dans le vide. Ses jambes se sont dérobées sous lui et il a vu dans le miroir le visage d'un homme riant, portant une couronne, puis il est tombé, après quoi des marques de griffures sont soudainement apparues sur ses poignets. Il a expliqué ce qui s'était passé pendant le dîner avec ses hôtes, puis une fois le repas fini, Decker et Bob sont allés au salon. Quelques instants plus tard, Decker a senti l'air autour de lui commencer à vibrer et il a commencé à avoir froid. Il est tombé dans un état étrange au moment où de l'eau a commencé à couler des murs de la pièce.
Bob et Janie pensaient qu'il avait laissé un robinet ouvert à l'étage, mais Bob n'a pas trouvé la source de l'eau. Ils ont appelé leur propriétaire, Ron Van Wy, qui à son arrivée n'a pas trouvé d'explication. Il a aussi constaté qu'il n'y avait aucune canalisation dans cette partie, ce qui l'a laissé perplexe. Ils ont alors constaté que l'eau s'infiltrait aussi par les murs et semblait huileuse au toucher. Plusieurs policiers présents sur les lieux ont déclaré avoir vu des gouttes d'eau traverser la pièce horizontalement et qu'il n'y avait aucune fuite d'eau dans aucune des salles de bain de la maison. Un officier a dit avoir eu des frissons en entrant dans la maison, suggérant ensuite que Decker avait été possédé. Les Kiefer et Decker ont traversé la rue pour manger, occupés par ce mystère depuis des heures, mais dès qu'ils ont quitté la maison, les fuites se sont arrêtées. Dès leur entrée au restaurant, les fuites ont repris là-bas. Quand on a mis un crucifix dans la main de Decker, cela lui a brûlé la peau. Quand ils sont partis, la pluie étrange a de nouveau cessé. De retour à la maison, une dispute a éclaté lorsque la femme du propriétaire s'en est prise à Decker. Elle l'a accusé de causer des problèmes exprès dans la maison, puis les Kiefer sont intervenus et lui ont crié dessus. Quelques instants plus tard, des casseroles et des poêles dans la cuisine se sont mises à s'entrechoquer et l'électricité de la maison a été coupée. Don a été vu en train de léviter dans les airs tandis qu'une lueur verte semblait entourer son corps. D'autres égratignures sont apparues sur son corps et la pluie est revenue. Après qu'un exorcisme ait été pratiqué plus tard par un révérend, Decker et la maison semblaient être redevenus normaux. Mais la pluie étrange a recommencé dans sa cellule lorsqu'il est retourné en prison. Cela ne s'est arrêté que grâce aux efforts d'un autre révérend qui a insisté pour lire la Bible et le calvaire de Decker a enfin pris fin. Certains pensant que Decker était possédé, d'autres qu'il n'y a aucune explication à ces événements étranges. Même si certains des policiers qui ont été témoins de l'eau dans la maison Kiefer refusent d'en parler encore aujourd'hui. Numéro 5. Le père Henryk Borinski a obtenu son diplôme de théologie à l'université de Cracovie, dans son pays natal, la Pologne. Il a été officiellement ordonné prêtre en 1938 et 2 ans plus tard, il a réussi à s'échapper de Pologne, qui était occupée par l'Allemagne. Il s'est enfui en Angleterre et s'est installé à Diddington, devenant aumônier et enseignant religieux. Il a été nommé aumônier de la communauté polonaise de Bradford en 1952 et on l'entendait souvent prononcer des sermons dans lesquels il exprimait son aversion pour le communisme. Il est vite devenu très apprécié dans la région et est finalement devenu prêtre à Bradford après la découverte de la liaison de son prédécesseur. La même année, Borinski a manifesté contre la présence d'agents soviétiques à Bradford qui tentèrent de convaincre ces personnes de rentrer dans leur pays d'origine en Europe de l'Est. D'après tous les témoignages, le père Borinski avait eu un impact considérable sur sa communauté locale. C'est pourquoi tant de personnes ont été bouleversées par ce qui s'est passé ensuite. Le 13 juillet 1953, il a reçu 2 appels téléphoniques. Après avoir parlé à quelqu'un lors du premier appel, il est parti rendre visite à Kenan Martinellis. Borinski lui a dit qu'il avait reçu un appel de quelqu'un qui lui avait demandé d'aller le voir et qui prétendait appeler au nom de Martinellis. Il ajouterait ensuite qu'il n'a jamais demandé à qui que ce soit d'appeler Borinski et qu'il n'avait aucune raison de le convoquer. Quelques heures plus tard, Borinski a reçu un 2e appel de quelqu'un qui parlait en polonais, selon sa femme de ménage qui était également polonaise. Elle a dit que Borinski répondait brièvement et paraissait troublé, mais elle n'a pas pu entendre ce que disait l'homme à l'autre bout du fil. Il parlait aussi à voix basse, ce qui lui était inhabituel. Sa dernière phrase à l'appel a été « D'accord, j'y vais ». Il est alors sorti précipitamment, prenant son chapeau et son pardessus, à la surprise de sa gouvernante qui a trouvé cela étrange par une chaude nuit d'été. Il n'a pas pris la peine d'emporter autre chose avec lui, et son portefeuille ainsi que ses documents importants ont été retrouvés plus tard dans la maison. On sait qu'il avait environ 10 shillings sur lui en partant et qu'il s'est rendu à l'hôpital Saint-Luc pour des raisons inconnues. Une femme nommée Carol Wojciechowski a essayé de lui parler, mais il lui a dit qu'il n'avait pas le temps de discuter car il devait jouer au détective. C'était la dernière fois qu'on l'a vu et malgré les meilleurs efforts de Scotland Yard et du MI5 Borinski, n'a jamais été retrouvé. Aucune preuve de son enlèvement n'a été trouvée et rien n'indiquait qu'il avait décidé de retourner en Pologne ou qu'il avait été attaqué par quelqu'un lié à l'Union soviétique. Martinelli a été suspecté un moment à cause de sa mauvaise réputation selon la police. Bien que beaucoup dans la communauté polonaise de Bradford pensent toujours qu'il est responsable de la disparition de Borinski,
aucune preuve n'a jamais été trouvée et son sort demeure inconnu. Numéro 4. Un événement qui a eu lieu à Beatrice, dans le Nebraska, en 1950, est considéré par beaucoup comme rien de moins qu'un miracle, puisque plusieurs personnes auraient dû perdre la vie ce jour-là à l'église baptiste West End. Mais une série d'événements inexplicables a fini par les sauver. Les incidents concernaient la chorale de l'église qui était dirigée par Martha Paul depuis 30 ans à ce moment-là. Elle était connue pour être une femme sévère qui n'acceptait pas que quelqu'un arrive en retard à la répétition de la chorale, et elle devait arriver à l'église ce soir-là à 19h25. Ainsi, la plupart des choristes arrivaient 10 minutes en avance chaque mercredi pour éviter d'être réprimandés pour leur retard. Le groupe était souvent dirigé par Marilyn, la fille de Martha, pianiste, qui confirmera plus tard la ponctualité des choristes. Avant que quiconque n'arrive à l'église ce jour-là, le temps s'est détérioré et les températures dans la région ont chuté de façon spectaculaire. À 16h30, le révérend Walter Klempel s'est rendu à l'église pour allumer la chaudière, car il savait que la chorale allait répéter plus tard et il voulait que l'église soit chaude à leur arrivée. Après cela, il est rentré dîner chez lui avec sa femme Eunice, prévoyant de retourner à l'église vers 19h10 comme chaque mercredi. Lui et Eunice emmenaient aussi habituellement leur fille de 18 mois avec eux, mais cette fois, leur fille a renversé quelque chose sur sa robe et Eunice a dû en repasser une autre pour qu'elle puisse la porter. Étrangement, l'horloge de la famille avait 5 minutes de retard et ils pensaient qu'ils étaient encore à l'heure puisqu'il était 19h10 alors qu'il était en réalité 19h15. Quant à Marilyn, la pianiste, elle a trop dormi et n'est pas arrivée en avance comme prévu. Martha voulait la réveiller pour la répétition, mais son mari lui a dit de la laisser dormir. Et elle s'est finalement réveillée à 7h15. Au même moment, le chanteur basse de la chorale, Herbert Keff, rédigeait une lettre au siège de sa dénomination religieuse et il voulait la poster ce soir-là, ce qui l'a également mis en retard. La chanteuse alto Uzil Jones a été absorbée ce soir-là par une émission de radio appelée This Is Your Life. Elle comptait écouter une partie de l'émission, mais en découvrant qu'elle portait sur Edgar Bergen, elle l'a suivi en entier et n'est sortie qu'à 19h30 pour aller chercher Dorothy Wood de la chorale. Donna Van de Grift avait aussi du mal avec ses devoirs de géométrie et a pris du retard, n'ayant résolu un problème que bien après l'heure prévue pour la répétition. La voiture de Ryanna Estes ne démarrait pas et elle devait aller chercher sa sœur pour la répétition, donc elles ont toutes les deux été retardées. Ruth et Susan Schuster, mère et fille, étaient également en retard parce que Ruth devait aller chez sa mère pour l'aider à se préparer pour une réunion. Son frère Harvey était également en retard car il s'occupait de ses 2 fils et avait été distrait par une conversation qu'ils avaient eue. Joyce Black, sténographe, n'avait aucune excuse pour son retard. Elle a admis plus tard qu'elle était simplement trop paresseuse pour venir à la répétition. Elle a finalement quitté la maison à 7h27, mais au moment même où elle franchissait sa porte d'entrée, l'église a explosé sous ses yeux. Les maisons ont tremblé et les vitres ont éclaté. La station de radio locale a été touchée et l'explosion a été entendue à des kilomètres. De façon assez incroyable, personne n'a été blessé dans l'explosion et grâce à cet étrange enchaînement de coïncidences, la vie de chaque membre de la chorale de l'église a été épargnée. L'explosion a été causée par une fuite de gaz souterraine qui s'était infiltrée dans la chaufferie de l'église. Et bien que le bâtiment ait été détruit, tous ceux qui étaient concernés étaient reconnaissants de s'en sortir indemnes. Numéro 3, on n'associe généralement pas les enquêtes sur les phénomènes paranormaux au monde académique. C'est pourquoi la plupart des gens ne le savent pas. La Société pour la recherche psychique a été fondée par un groupe d'universitaires à Londres, en Angleterre, en 1882. On pensait qu'en réunissant des esprits brillants, ces phénomènes pourraient être soit confirmés, soit démystifiés. 10 ans plus tard, on leur confierait l'une des affaires les plus inexplicables qu'ils aient jamais enquêtées. L'affaire concernait une maison construite sur Pittville Circus Road en 1860, qui fut pendant un certain temps connue sous le nom de Garden Reach. Elle fut d'abord achetée par un chirurgien, Henry Swinhoe, qui y vivait avec sa femme Elizabeth. Mais elle décéda peu de temps après leur emménagement. Henry en fut dévasté et on pense que son chagrin a affecté son second mariage, qui était avec une femme nommée Imogen. Ils buvaient tous les deux beaucoup et avaient des disputes bruyantes et interminables, et peu de temps après avoir décidé de se séparer, ils sont tous les deux décédés. Pendant des années, la maison est restée vide. En 1882, le capitaine Départ a découvert qu'elle était allouée pour un loyer modique et s'y est installé avec sa famille de 6 enfants. Ils ont renommé la maison de Nord
et il n'en revenait pas d'avoir trouvé une si belle maison à un loyer aussi bas. Départ a ensuite déclaré qu'après 3 mois, il était clair pourquoi personne ne voulait vivre dans cette maison. Leur fille aînée, Rosins, a été la première à donner l'alerte après avoir vécu une expérience inoubliable. Une nuit, elle a entendu quelqu'un à la porte de sa chambre, mais en vérifiant, il n'y avait personne. Elle a fait quelques pas dans le couloir et là, elle a trouvé une vieille femme vêtue entièrement de noir en haut de l'escalier. Non effrayée par cette vision, elle a voulu enquêter, mais sa bougie s'est éteinte et elle est retournée se coucher. Elle a revu la femme plusieurs fois et bientôt les autres enfants ont aussi dit l'avoir vue. Un jour, le fils de départ a invité un ami à venir jouer dans le jardin et pendant un moment, ils s'amusaient bien. Mais ensuite, les garçons ont regardé la maison et ont vu la même femme debout à la fenêtre du salon. Ils ont dit au reste de la famille qu'elle pleurait de façon incontrôlable et qu'elle avait une expression de profonde tristesse sur le visage. Un autre enfant a vu la femme dans le salon et l'a dit à ses parents qui ont cherché sans trouver de traces d'elle. Avec le temps, les visiteurs voyaient cette même silhouette et tous la décrivaient comme étant grande, vêtue de noir et apparemment en détresse. Elle gardait presque toujours son visage couvert avec un mouchoir et n'a jamais prêté attention à quiconque la croisait. Une nuit, Rosina vit de nouveau la femme et elle décida de lui parler. La femme poussa un bref soupir et commença à marcher vers la porte du salon, puis disparut dans les airs. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de l'esprit d'Imogen Sweeney, car on disait qu'elle et l'apparition se ressemblaient beaucoup. Elle devint connue sous le nom de la femme en noir et fut aperçue là jusqu'en 1985, lorsque la maison fut transformée en école. Cependant, certains affirment encore voir et entendre des choses étranges sur la propriété. Numéro 2. Personne ne pourrait blâmer les habitants d'une région située à la frontière entre la Bolivie et le Pérou d'avoir quitté leur maison pour aller voir une météorite qui était tombée sur Terre le 20 septembre 2007. Mais ils regrettèrent bientôt cette décision quand quelque chose de très étrange et inquiétant commença à se produire. La météorite s'est écrasée dans un champ juste à l'extérieur de Carangas, qui se trouve près du lac Titicaca, et plusieurs personnes ont observé sa descente avant qu'elle ne touche le sol. La nouvelle de l'événement s'est rapidement répandue et des dizaines de personnes se sont précipitées sur les lieux pour voir ce qui s'était passé, comme la plupart d'entre nous l'auraient fait. Il a été déterminé plus tard qu'elle voyageait à 16 000 km/h lorsqu'elle a percuté le sol vers 23h45. Elle a frappé le sol avec une telle force que l'impact a été enregistré comme un séisme de magnitude 1,5. Et certains habitants ont rapporté avoir été projetés au sol par la secousse. Certaines maisons ont été endommagées et c'est considéré comme l'un des plus grands impacts de ce type survenus au cours des 100 dernières années. Le cratère résultant mesurait environ 13 mètres de diamètre et a créé un trou d'environ 4 mètres de profondeur. Des habitants curieux se sont rendus sur place croyant à un crash d'avion. L'un des premiers arrivés était un policier qui rapporta avoir vu de l'eau bouillante sortir du cratère. Il a également signalé qu'une odeur douce mais nauséabonde émanait de la météorite et les curieux sont restés sur place un certain temps, excités par ce qu'ils voyaient. Mais peu de temps après la chute de la météorite, les agriculteurs locaux ont commencé à signaler qu'ils souffraient de migraines, de vertiges, de nausées et de diarrhée. Ils pensaient que la météorite en était la cause et plusieurs policiers sont allés enquêter sur place. Une fois sur place, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et très vite, ils sont eux aussi tombés malades avec exactement les mêmes symptômes. Dans les jours qui ont suivi, jusqu'à 200 personnes sont tombées malades, dont beaucoup ont dû être emmenés à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Ils avaient commencé à avoir une éruption cutanée, tandis que d'autres se plaignaient de la mort inexpliquée de certains animaux de leur ferme. La cause exacte de cette épidémie n'a jamais été déterminée, mais plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette mystérieuse maladie. Certains pensaient que dès qu'une personne se plaignait de ses symptômes, d'autres étaient touchés psychosomatiquement, la météorite étant alors accusée. Les scientifiques ont adopté une approche plus rationnelle face à ce mystère. Ils croyaient que la météorite renfermait des substances toxiques comme l'arsenic, qui se sont décomposées après être entrées dans l'atmosphère. Ces substances ont alors été inhalées par les témoins qui sont tombés malades et les scientifiques pensaient que cela expliquait l'étrange odeur présente. À ce jour, aucune explication définitive n'a jamais été trouvée et la maladie de la météorite de Caracas reste non résolue. Numéro 1. Le puits de Sainte-Anne, situé à Liverpool en Angleterre, aurait été une bénédiction avant de devenir une malédiction.
Ayant été perdu pendant de nombreuses années, le puits a été redécouvert par un groupe d'archéologues en 2016, mais beaucoup de gens pensent qu'il aurait mieux valu qu'il reste enfoui. Le culte de Sainte-Anne s'est popularisé en Angleterre au XVe siècle, et des gens de tout le pays affluaient vers le puits chaque année, car on disait que l'eau du puits était miraculeuse. Dotée de propriétés curatives, elle ne guérissait pas seulement les maladies, mais elle absoudrait aussi tous leurs péchés. Construit sur le terrain d'un petit prieuré, on voyait souvent des gens se baigner ou boire l'eau du puits. Mais au XVIe siècle, il avait acquis la réputation d'être maudit à cause d'un incident qui s'y était produit. Un différend avait éclaté au sujet de la propriété du puits, et le régisseur d'un domaine voisin du prieuré décida de faire intervenir les autorités locales afin de pouvoir le revendiquer comme sien. Un moine qui vivait sur la propriété la prit et déclara que le puits appartenait au prieuré. On raconte qu'il a acheté une malédiction puis est décédé subitement. Peu après, le fils de l'intendant du domaine est décédé, et la vie de l'intendant a basculé jusqu'à la ruine financière. Une nuit, il s'est rendu dans un pub local où il s'est fortement enivré, puis il a disparu subitement et n'a plus jamais été revu. Certaines sources disent qu'il a été trouvé mort dans le puits, sans preuve. Malgré cela, les gens continuaient de visiter le puits comme avant, mais avec le temps, il a été oublié, et ce n'est qu'en 2016 qu'il a été redécouvert. Après que la Commission des bâtiments et monuments historiques d'Angleterre a autorisé Oxford Archaeology North à fouiller la région, il a été retrouvé 2 jours plus tard. Ils ont déclaré qu'ils avaient pu déterminer où chercher le puits grâce à une photographie datant de 1983. Elle montrait un champ où l'on pensait autrefois que le puits se trouvait, et les fouilles ont commencé. Lorsqu'il a été retrouvé, le puits avait été comblé avec de la terre à cause du labour effectué dans le champ, mais quelques pierres indiquaient son emplacement. Une fois la terre enlevée, on a constaté que le puits contenait toujours de l'eau. L'agriculteur propriétaire du terrain aide Historic England à remplacer des pierres usées pour restaurer le site dans son état d'origine. Que la malédiction qui pesait sur le puits soit réelle ou non reste un sujet de débat, mais beaucoup de gens ont refusé de visiter le site par crainte d'en être affectés. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi c'est Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.